Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du débriefing F1, c'est sur motorstv.com, vous êtes fidèles, de plus en plus fidèles à ce rendez-vous, on vous en remercie et nous allons parler aujourd'hui du Grand Prix de Turquie qui s'est donc déroulé hier. Salut Jean-Luc. Salut LFB, salut à tous. De retour d'Istanbul, Jean-Luc, avec un classement que je vais rappeler. Donc, nouvelle victoire de Button, ça vous le savez certainement, 6e victoire en 7 Grands Prix cette année. Weber et Vettel, les deux pilotes Red Bull montent sur le podium. Jarno Trulli 4e avec sa Toyota. Rosberg, Massa, Kubica et Glock qui complètent les pilotes qui sont dans les points. Je vous rappelle que pour poser des questions, c'est par écrit sur le forum F1 à motorstv.com, la rubrique monoplace, ou par vidéo, et on vous incite vraiment à le faire. Vous vous inscrivez sur le groupe YouTube, le débriefing F1. On commence par une question écrite aujourd'hui, Jean-Luc, une question qui émane de Mick37, et je crois qu'elle résume bien une question que beaucoup se posent à l'issue de ce Grand Prix de Turquie. Button aurait-il gagné si Vettel n'avait pas commis cette erreur lors du début de course et de ce fameux premier tour ? On peut évidemment se poser la question dans la mesure où c'est arrivé très tôt dans la course. Bon, la pression qu'avait l'air d'être capable de maintenir Button sur Vettel, c'était trop tôt pour le dire, était importante. En tout cas, en début de course, apparemment, la monoplace globalement de Button avait l'air un peu plus performante que celle de Vettel. C'est un peu tôt pour le dire, encore une fois, même pas sur un tour. Donc je pense qu'il aurait mis une pression tellement colossale qu'à un moment ou à un autre, il serait parvenu à passer, d'autant qu'ils bénéficiaient tous les deux de qualités égales dans leur machine. Je m'explique, on a vu quelques bataille derrière avec le Kers par exemple, et on voit bien que dès qu'il y a un bout de ligne droite, eh bien une McLaren avec le Kers, ça permet de redépasser. Ça n'était pas le cas donc ni de la Brown Grand Prix ni de la Red Bull, qui était globalement égale en performance sur les mêmes critères, c'est-à-dire de tenue de route, de freinage, etc. Les qualités routières, je dirais, et d'équilibre. Donc je pense que, bon, malheureusement pour lui, Vettel a commis cette erreur un peu tôt. On a parlé du vent, on a parlé... Moi, je préfère dire que c'est la fougue de la jeunesse, c'est comme ça qu'on apprend. Il a commis une petite erreur, il s'en est bien sorti. Bon, Button, évidemment, immédiatement s'est infiltré et ensuite il est parti. Alors maintenant, on peut toujours refaire les courses, c'est tout l'intérêt de la Formule 1. Moi je pense que Button était le plus fort globalement du début à la fin. Je pense que Vettel n'aurait pas pu. Alors après, on peut se poser la question des stratégies, 2 arrêts, 3 arrêts. On a vu globalement et au final, les deux pilotes Red Bull Renault finissent l'un derrière l'autre. Alors Vettel aurait-il pu terminer devant Weber avec une stratégie à 2 arrêts? Peut-être, mais je ne sais pas non plus. Parce que là aussi, Weber a accordé la résistance qui était nécessaire pour rester deuxième. On a bien compris qu'à un moment, on les a laissés jouer tous les deux. Et puis qu'à la fin, on a bien entendu la radio, on a dit à Vettel, tu te calmes et tu restes derrière. Donc, on peut refaire les courses, c'est ça qui est très intéressant. Moi, je pense que globalement, le package Button, Brown Grand Prix, est quasi imbattable aujourd'hui. Il l'a démontré sur tous les types de terrains et je pense qu'à Silverstone, c'est la voie royale peut-être pour lui dans son Grand Prix national. À domicile, tu as tout à fait raison de le rappeler. Alors tu t'es lancé en quelque sorte une perche à toi-même, je te le dis, puisque la question suivante qui est d'Alex de Stand F1, alors je te la lis telle qu'elle était formulée. Vettel n'a-t-il pas compromis les prochaines courses en mettant la pression sur Weber en fin de course, contrairement aux ordres de son ingénieur? Alors, c'est vrai que c'est ce que tu as un petit peu évoqué déjà. Cette fin de course, on a tous entendu une sorte de recommandation à Vettel et on n'a pas le sentiment qu'il l'a suivi à la lettre. Alors, c'est clair que en langage de pilote ou en attitude de pilote, il faut décoder. On dit pas à Vettel reste où tu es et laisse le devant, c'est beaucoup moins clair que ça. On lui dit ménage ta voiture, sous-entendu ne te mets pas. Ce qui est logique de la part de l'ingénieur. En fin de course, il fait très chaud, on le sait, en Turquie. Il a beaucoup tiré sur sa voiture, évidemment. Il a fait des stints, il a fait 3 relais taqués, et il revient sur son équipier. Donc, quelque part, traduit en clair, c'est tu restes où tu es, tu vas pas tenter le diable. Et surtout, tu ne te mets pas trop près de la boule de feu que représente la monoplace devant la tienne, de manière à garder de l'air et à pas hypothéquer le capital mécanique de ta voiture. Bon, maintenant, Vettel, dès qu'il baisse la visière, ça y est, c'est plus le même, quoi. Comme on le dit souvent également avec Patrick, tombé sur MC, dès que les pilotes ils changent de visage, c'est pas le même. Là, donc c'est la bête qui sort, et là, lui, il voit une monoplace devant lui, il voit qu'il est plus rapide, donc il arrive dessus, quitte à dire, si par hasard Weber s'affolait un petit peu, commettait une petite erreur, peut-être que lui n'entend pas ce qu'on me dit, etc., je récupère la 2e place. Donc oui, c'est une attitude ambiguë, je vais être clair. L'attitude claire aurait été de rester à distance, de se laisser filer, même un petit peu plus loin, et de dire non, Weber a fait une belle course, il est deux. Alors, il n'y a pas de fâcherie, mais un pilote, c'est ça, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît aussi chez les pilotes, sinon c'est des moutons, ils ne sont pas pilotes de Formule 1. Question d'Olive de F1-action.net. Comment Hamilton, donc là on passe côté McLaren, comment Hamilton peut-il être devant en essai libre? C'était le cas vendredi, c'est vrai. Et tellement loin
en course. Et moi, je rajouterais même en qualif. Alors, je dois boire le calice jusqu'à la lie, j'assume. Moi, j'avais fait une énorme cote en me disant Hamilton, il va sortir du bois, il masque leur jeu. C'est vrai. C'est le désastre absolu. Bon, là, je crois que d'ailleurs, les vrais problèmes, c'est qu'Hamilton s'est peut-être pas remis sur le marché, mais là, les bruits commencent à circuler dans le paddock via son père, qui met la pression sur McLaren. Si ça continue comme ça, on va voir ailleurs. Alors, faut voir les contrats, faut voir comment c'est possible. On rappelle que Ron Dennis n'est plus aux affaires. C'était quand même le père de la carrière, le père spirituel de Lewis Hamilton, en plus de son vrai père, dont peut-être Lewis se passerait bien de temps en temps. Donc, pour le coup, on a compris que si ça continue comme ça, Hamilton, avec quand même le numéro 1 sur le capot, sur le museau, faut le rappeler régulièrement, parce qu'on a du mal à y croire. Quand on le voit se prendre un tour, et ça arrive trop régulièrement à son gré et à son goût, et au nôtre aussi, il faut être clair. Il y a une série en cours, là. C'est un carnage. Donc là, vraiment, là, c'est clair, sur un circuit comme celui-là, qui est un circuit d'équilibre, qui est un circuit qui met en exergue et en évidence la totalité des qualités d'une monoplace. Alors, c'est pas le pilote qui est devenu mauvais, là non plus, faut pas se leurrer. Hamilton conserve ses qualités. La monoplace est nulle part. Le pauvre Kovalainen fait aussi ce qu'il veut, mais il n'a pas le talent d'Hamilton, on le sait bien. Donc, c'est un carnage. Voilà, donc il s'est loupé complètement en qualif. Là, je pense que. Et alors aussi, à Silverstone, j'en parlais tout à l'heure avec Button, le Grand Prix national, quand même, de McLaren. Là, ça va être chaud. Ouais. TomTom de GoF1.com. Comment expliquez-vous la mauvaise performance des Toro Rosso après le point de Bourdais à Monaco qui nous avait fait tant plaisir? Là, l'explication la plus simple et la plus rationnelle, c'est toujours Monaco, c'est un circuit de pilote. C'est un circuit où il faut une bonne machine, mais il faut un circuit de pilote. Donc, encore une fois, je ne vais pas réutiliser la même image que d'aucuns trouveraient triviale. Il faut du courage, il faut être bien équipé. Donc, un pilote courageux, avec une voiture qui, ma foi, n'est pas trop mauvaise, arrive à tirer son épingle du jeu, ce qu'a fait Sébastien magnifiquement. Là, ils sont à leur place, clairement, et Buemi et lui l'ont dit. On ne sait pas du tout ce qui se passe. De surcroît, l'équilibre de la voiture, c'est un peu le pivot, c'est vraiment ça l'histoire. C'est-à-dire que sous-vireur, c'est le deck qui s'en va, sur-vireur, c'est l'arrière, et parfois, au sein d'une même courbe, le fameux quadruple gauche. Alors, ça va te faire plaisir, j'ai baptisé ça le quadruple 8. Bon. Le triple 8 en V8 Supercar, quand même, on est entre spécialistes. Le quadruple 8. Donc là, la voiture, elle va être, je dis n'importe quoi, elle va être sous-vireuse en entrée, donc hop, il la rattrape comme ça, elle va être sur-vireuse en sortie, c'est impossible. Ils ont tout essayé, rajouter de l'appui devant, en enlever derrière, enfin tout ce que tu veux, et de surcroît, l'exploitation des pneumatiques était tellement mauvaise sur les deux. Buemi est au même logé à la même enseigne, que tu mettes des pneus tendres ou des pneus durs, l'équilibre est toujours pareil, c'est-à-dire mauvais. Donc voilà, donc ils ont fait du convoyage jusqu'à l'arrivée. Et ce qu'a fait Sébastien, qui est parti avec un chameau, avec encore une fois une monoplace à plus de 700 kg, il l'a emmené au bout et puis il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, petite parenthèse, Sébastien maintenant va enlever sa casquette Toro Rosso et mettre celle Peugeot Sport. C'est la grande semaine du Mans qui démarre. On vous cache pas que Jean-Luc et moi, on va être concerné par les 24 heures du Mans sur RMC. Le week-end prochain, on vous donne rendez-vous. Vous savez qu'il y a des liens entre les deux maisons. Larges ouvertures d'antenne. Voilà. Et lundi prochain, Jean-Luc, on revient pour le débriefing F1. Absolument. Spécial, alors Grand Prix de Grande-Bretagne qui sera à venir. Mais on ne s'empêchera pas de revenir sur les 24 heures du Mans. Non seulement on ne s'interdira pas, mais on va s'autoriser, comme on dit dans les milieux, on va s'autoriser à le faire parce que je pense qu'on va vivre une édition absolument grandiose avec cet affrontement très rapidement, vous le connaissez tous, entre Audi, tenant du titre depuis belle lurette, et Peugeot qui se bat pour y arriver. Puis il n'y a pas que les LMP1, il y a également des batailles partout, LMP2, enfin GT1 c'est un petit peu moins, mais GT2 ça va être formidable. Et en plus il devrait faire très beau et très chaud. Donc ça devrait être une édition absolument fabuleuse. Donc vous avez noté le rendez-vous, la semaine prochaine. Le débriefing F1 passe en mode hebdomadaire. D'ailleurs, c'est une tendance qui s'affirmera maintenant tout le temps. On va passer toutes les semaines sur motorsigné.com. Et la semaine prochaine, donc spécial Le Mans, avec aussi la petite preview du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, 2 questions pour finir, Jean-Luc. Pamo de fanaticf1.com. Kubica, marque ses premiers points en Turquie, de l'AD. Il a fallu attendre. Incroyable. Est-ce la résurrection de BMW? Alors, on rappelle qu'en début de Grand Prix d'Australie, et même en fin, il y avait peut-être des points à prendre et des gros. Et puis après, le vide sidéral. Alors là, il y a eu tout un tas d'améliorations qui ont été apportées naturellement à la monoplace. Là, je ne vais pas les lister. On a travaillé sur la moustache avant, on a travaillé sur l'arrière. Enfin, bref, toute l'aéro pratiquement a été revue de fond en comble. Les résultats sont là sur un circuit qui est un circuit test. On peut s'attendre à ce que maintenant, enfin, on revoie. Parce que Heidfeld sur la grille de départ était juste derrière. Donc ils étaient plutôt pas mal, on va dire globalement du niveau des Ferrari ou pas loin peut-être. Et puis là, les points sont là. Je pense que c'est un ouf de soulagement. Maintenant, c'est pas ce qu'attendaient les pilotes et c'est pas non plus ce qu'attendaient l'écurie, c'est une évidence. Mais c'est un début de résurrection. Voilà, on va dire ça comme ça et on en est ravis. Alors, par parenthèse, on a jeté le Kers aux orties. Là, c'est pareil. Là, que c'était l'écurie qui soi-disant le. Alors, moi, je pose une question. Va-t-on voir le Kers encore longtemps sur la McLaren? Parce que ça, faut pas oublier. Et sur la Ferrari. D'ailleurs, parce que
À mon avis, c'est un handicap. Peut-être même sur les circuits comme ça, peut-être même à Silverstone. Donc je pense qu'on ne va pas avoir le Caire jusqu'au bout, c'est pas possible. Bon. Et on termine par une question vidéo, donc on va se tourner Jean-Luc, et ça nous fait plaisir de retrouver donc un internaute qui nous pose une question par vidéo, c'est Plume Prod. D'après vous, qui va plier, la Fota ou Max Mosley? Eh ben c'est la question extra sportive du jour. Vous n'allez pas y échapper. Un bras de fer. Ouais, c'est ça. Ça va pencher côté Fédé, ça va pencher côté constructeur. Ouais. En tout cas, c'est un peu compliqué cette histoire. Et on te fait confiance pour nous résumer ça vite fait. Mais alors, je vais résumer. Vous avez une petite demi-heure là, donc je vais la faire simple. Non. Alors, je vais la faire simple. Oui. Bon, on sait où on en est, c'est-à-dire qu'effectivement, le problème, clairement, vient de la FIA. Max Mosley a décidé de manière unilatérale d'appliquer un règlement limitant le budget. Donc, on a parlé alors là aussi, on a parlé en livres, donc 40 millions de livres, c'est donc à peu près 45 millions d'euros. On est d'accord. Bon, on apprend d'ailleurs par parenthèse quel est le réel budget des écuries les mieux dotées sur ce plan, c'est-à-dire McLaren, Ferrari, etc., Toyota, c'est de l'ordre de 4 à 500 millions d'euros, c'est-à-dire 10 fois plus. Oui. Donc, évidemment que c'est une utopie totale, pour ne pas dire une erreur fondamentale, pour ne pas utiliser de mots plus blessants, que de vouloir baisser le budget, le faire descendre. Par stade, tout le monde est d'accord, c'est la crise en Formule 1, c'est la crise partout, donc on ramène déjà l'interdiction des essais privés, la limitation des développements aérodynamiques également, en soufflerie, on sait que ça coûte la peau des fesses, maintenant c'est pas une soufflerie qu'ils avaient, à une époque c'est 2 ou 3 qui tournaient 24 heures sur 24, c'est n'importe quoi. Incroyable. Donc qu'on limite tout ça, très très bien. D'ailleurs par parenthèse, je sais toujours pas comment on limite vraiment les souffleries, qui contrôle et comment. Passons. Donc là aussi, mettre en place, on va dire, un volume, un budget global, et ne pas se doter des moyens pour le contrôler, parce que c'est le deuxième problème. On disait déjà, et Mosley disait, oui, mais on exclut le plus gros salaire, enfin celui des pilotes, en clair, on exclut les opérations de promo et de marketing, t'excluais tellement de trucs que tu pouvais doubler ou tripler déjà le budget. Ne vaut-il pas mieux passer, moi je dis comme ça, à la louche, par un stade intermédiaire, aller à 200 millions d'euros? Alors bien sûr que ça ne va pas toucher dans un premier temps Force India ou Toro Rosso ou les petites équipes qui n'ont pas ce budget. Mais il faut bien commencer. C'est un premier stade et en 2 ou 3 ans, c'est-à-dire accord-concorde, qui doivent être signés là, avant le vendredi 12. Et c'est là que le bas blesse, c'est que enfin, moi je soutiens la démarche de la FOTA, pour la faire simple, rejoint par les pilotes. Oui. C'est-à-dire, on veut bien des limitations, mais en concertation. On ne veut pas d'une décision unilatérale qu'on nous appliquerait de manière arbitraire. On veut négocier et on veut une montée en charge, ou plus exactement une descente en charge de ces budgets, et ne pas lier, et c'est le plus grave, la performance de la voiture sur la piste à un budget. En d'autres termes, ceux qui acceptaient de rentrer dans ce volume de budget auraient eu des avantages techniques pour aller plus vite sur la piste. C'est une aberration totale, c'est battre totalement en brèche le principe sportif et ne considérer la Formule 1 que comme un problème d'argent et de budget. Et ça, c'est absolument dramatique sur le fond et sur la forme. Bon, alors, mais comment sens-tu la situation évoluer? Est-ce que tu sens que ça... On va lâcher d'un côté, et pour ne pas dire évidemment... C'est un jeu de poker, là. Ouais. C'est un jeu de poker. C'est-à-dire que là, pour le moment, chacun ment. On ne sait pas jusqu'où on va aller. Les écuries se sont inscrites, donc avant la date prévue, c'est-à-dire le 29 mai, avec une condition suspensive. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent un règlement sur la base de 2009, évoluons, mais sur la base de 2009, et ils veulent un accord concorde, ce qui est la logique même, donc un accord régissant l'ensemble de la Formule 1, signé avant le 12 juin et signé pour 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2012. Tout ça, c'est la logique, pour avoir un minimum de visibilité. Et pour le moment, Mosley ne veut pas de tout ça. Donc, on en est là, dans les jours, dans les heures qui viennent, eh bien, c'est la bataille, il y a des négociations. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part de bluff? Comme au poker, quel est le jeu de chacun? Et est-ce que Bernie, alors c'était la grande question aussi, est-ce que Bernie, qui est quand même le grand argentier de la Formule 1, c'est lui qui tient les cordons de la bourse? Parce que tout ça, c'est qu'une histoire d'argent. Donc c'est lui qui, on le sait bien, donne aux uns ou aux autres. Alors on parle aussi de l'augmentation du budget venu des droits de télévision. Il était redistribué à 40% jusque-là, les écuries demandaient 80, on est déjà arrivé à 60. Donc tu vois qu'il y a une histoire de gros sous dont personne ne parle pour le moment, parce que là, honnêtement, ce sont des supputations. Mais il est évident que par le biais de ce budget et de la redistribution de cet argent, il y a peut-être moyen de convaincre les uns ou les autres d'enfin trouver le compromis. En tout cas, le pire du pire serait qu'il y ait une scission, comme les bruits ont couru dans le paddock aussi, et qu'il y ait un championnat parallèle, alors pas de Formule 1, que la FIA, pour être clair, conserve le championnat de Formule 1 avec les nouveaux entrants, les 8 dont on essaiera peut-être de parler d'ailleurs dans un prochain numéro. On peut en parler volontiers. Bon, il y a des candidatures un petit peu loufoques, soyons clairs, et puis d'autres... Brabham, t'as entendu Ouais, puis d'autres réalistes, comme le projet Superfond, là, avec Alex Wurz, effectivement, il prendrait le long, par parenthèse, de Lotus. Donc on s'inscrirait dans une tradition historique. Et puis, bon, il y a d'autres projets évidemment très sérieux, comme celui de David Richards. Et puis, donc, un championnat avec les constructeurs et écuries actuelles, qui sera un autre championnat et pas de la F1. Non, c'est
c'est pas sérieux. On a vu aux États-Unis les dégâts causés par la scission IndyCar IRL en 96 qui a abouti à 2 échecs. Et puis maintenant, on s'est remis ensemble et puis maintenant, on rame pour remonter le niveau. Non, ce serait une catastrophe absolue. S'il vous plaît, messieurs, un peu de logique. Merci. Bon, eh ben écoute, ce sera le mot de la fin et un quasi-message que tu envoies, mais je pense qu'effectivement, Je suis la pas le raison seul, va je devoir pense, oui, un peu retrouver ses droits en quelque sorte. En tout cas, raison de plus pour se retrouver la semaine prochaine, donc, pour un nouveau débriefing F1, même s'il sera largement question des 24 heures du Mans, mais ça ne nous empêchera pas de parler de l'actualité. Nul doute qu'il y en dans aura le bon cette sens. semaine. Espérons que ce soit c'est dans ça, le bon voilà. En tout cas, bon, vous savez maintenant comment poser vos questions par écrit ou par vidéo. On vous attend nombreux donc, toujours sur le débriefing F1 sur motorstv.com. À la semaine prochaine. Salut.